Nous avons vu dans les cours précédents que le noyau du système d'exploitation offre un certain nombre d'appels système, dont le lancement de processus, c'est-à-dire l'exécution de programmes, et les opérations de manipulation du système de fichiers. Mais ces appels système s'utilisent seulement dans des programmes qu'il faut donc écrire, ou qui ont déjà été écrits. Par exemple, si on regarde comment la commande ls, que nous connaissons déjà, a été programmée, nous y verrons des appels système aux primitives open, read, fstat et close. Nous apprendrons à écrire de tels programmes un peu plus tard dans la deuxième partie de ce module et en troisième année de licence. En pratique, dans l'utilisation du système d'exploitation, pour lui donner des ordres comme copier des fichiers ou lancer une application comme un navigateur web, vous avez deux manières de procéder. Tout d'abord, la manière la plus simple est d'utiliser un environnement de bureau graphique. Par exemple, dans la plupart des environnements graphiques, on pourra réaliser des opérations sur les fichiers, supprimer, déplacer, copier, etc. à l'aide de navigateurs de fichiers avec votre souris ou des raccourcis clavier. Ou encore, lancer des programmes à certains types de fichiers, par exemple un éditeur de texte pour éditer ce fichier C. Ou encore, lancer un programme à l'aide de boutons ou d'icônes déjà configurées. Pour toutes ces opérations courantes ou pour l'utilisateur lambda, cela convient en général très bien, puisqu'il s'agit de cliquer dans des menus en général assez intuitifs. Une deuxième méthode pour donner des ordres à votre système est d'utiliser un shell afin d'interagir avec votre système par ligne de commande. Ici encore, vous pouvez réaliser des opérations sur les fichiers, lancer des applications d'édition de texte ou d'autres applications comme un navigateur web. Cette méthode est plus compliquée à appliquer car elle nécessite de connaître les commandes et de les taper en utilisant les bonnes options et les bons arguments. En revanche, elle permet de réaliser des opérations plus précises qu'avec une interface graphique. En effet, l'interface graphique a dû simplifier les opérations possibles en se basant sur les utilisations les plus courantes pour les présenter de façon simple aux utilisateurs. La ligne de commande, elle, offre pour chaque commande une multitude d'options possibles et une possibilité de combiner les commandes pour réaliser des opérations complexes et même une manière d'automatiser une succession de commandes avec ce qu'on appelle des scripts que nous verrons dans la capsule vidéo suivante. L'application qui permet à l'utilisateur de saisir sa ligne de commande puis d'interpréter cette ligne pour l'exécuter s'appelle un shell. Le shell peut s'utiliser en mode interactif et dans ce mode, il présente une invite qu'on appelle aussi prompt. Cette invite est affichée à l'utilisateur en attendant que l'utilisateur tape quelque chose. Par exemple, je tape ls. Ensuite, le shell interprète la ligne que j'ai tapée et l'exécute. Il exécute ls. Puis, ayant terminé l'exécution de son programme, il me représente une invite pour ma commande suivante. À noter que l'invite est paramétrable et n'a aucune incidence sur l'interprétation des commandes. Parfois, on trouvera des invites avec son login suivi du nom de la machine, comme ici, parfois le chemin du répertoire courant, et parfois un simple $. Pour alléger les exemples et pour respecter la présentation standard des invites dans la documentation, j'utiliserai dans la suite l'invite $. Ce shell est une application qui non seulement permet d'interagir directement avec le système via des commandes spécifiques, dites commandes internes ou built-in, comme cd, pwd, echo, etc., permettre l'exécution d'autres programmes, d'autres exécutables, comme la commande ls, la commande rm, le logiciel Firefox ou le jeu GNOME Mahjong. Mais il offre aussi des moyens de contrôler l'ordre, les conditions et la façon dont seront lancées ces commandes via des variables, des mots réservés, dont certains sont issus de langages de programmation, comme while, for, if, etc. Alors les commandes internes sont des commandes qui sont codées directement dans le shell. Elles n'existent pas en tant qu'exécutables par elles-mêmes. Alors il existe une petite vingtaine de commandes internes, mais celles que l'on va utiliser principalement, du moins dans ce module, sont cd, qui sert à changer de répertoire, pwd pour afficher le répertoire courant, fg, bg pour mettre le dernier processus stoppé dans le shell en avant-plan ou en arrière-plan, on les a déjà vus, echo, qui permet d'afficher la chaîne passée en argument à l'écran. Donc par exemple, si je tape echo, bonjour ça va m'afficher bonjour ça va à l'écran. C'est un peu comme le printf que vous avez vu en C. Et exit, qui permet de terminer le processus courant. Les commandes externes sont des exécutables qui se trouvent sur votre système. Certains sont installés en standard sur votre système, comme ls, mkdir, ps. Ils sont pour la plupart dans le répertoire /bin de votre système. Voyez, si je liste tous les fichiers de /bin,
je vais retrouver ces exécutables-là, par exemple CP, ls, kill, mkdir, que vous avez déjà manipulés. D'autres sont des logiciels moins standards que vous, l'administrateur, avez pu installer sur votre système. Ça peut être des jeux, des utilitaires. Ainsi, si je liste les exécutables dans /usr/bin ou /usr/games, j'en vois certains comme le navigateur web Firefox ou le jeu GNOME Mahjong. Enfin, d'autres sont des programmes que vous avez vous-même écrits ou téléchargés. Par exemple, dans mon répertoire, j'ai 2 exécutables, mon programme et Toto. Maintenant qu'on a ces commandes, on peut les utiliser directement. Ainsi, je peux taper ls avec l'option -a-l, lancer Firefox en tapant /usr/bin/firefox ou lancer mon programme en tapant /mon programme. Mais je peux aussi vouloir contrôler plus finement l'exécution de mes commandes à l'aide de jokers, de variables, de listes et d'éléments de contrôle comme les conditions, les boucles et les fonctions. C'est ce que nous allons voir dans les autres capsules vidéo. Il existe plusieurs implémentations du shell telles qu'on vient de les décrire, mais tous ont ce principe identique qui est de présenter une invite et attendre la ligne de commande tapée par l'utilisateur, cette ligne de commande étant composée de commandes internes, des appels à des commandes externes exécutables sur le système, le tout lié par un langage permettant de contrôler l'exécution de ces commandes. C'est ce langage et quelques commandes internes qui peuvent varier d'une implémentation de shell à l'autre. Les principaux shells sont l'original qui est SH, qu'on appelle aussi Brown Shell, et ses dérivés KSH et Bash. Bash que l'on trouve principalement sur les systèmes Linux. Il y a une autre famille de shell qui est le C Shell, qui est utilisé sur les systèmes BSD comme CSH et son dérivé TCSH. Et enfin, on trouve une multitude d'autres shells plus ou moins utilisés comme ZSH ou RC. Dans la suite de ces capsules vidéo, nous utiliserons le shell SH. SH est très proche du shell Bash qui est installé dans vos salles de TP et qui, dans l'utilisation qu'on en fera, il n'y aura pas vraiment de différence entre ces deux shells.